en fait de mettre des confettis par terre. Et il nous ordonne à nettoyer les confettis si jamais on ose mettre des confettis par terre. Et il interdit aux grévistes aussi de rentrer ou de sortir de l'établissement Ibis des Batignolles. Donc j'explique ça pour vous expliquer en gros pourquoi on n'est pas devant l'Ibis des Batignolles. C'est parce qu'en gros le juge nous a dit vous pouvez tenir un rassemblement devant l'Ibis Batignolles, par contre vous devez vous taire et de rester juste planté devant l'établissement sans faire du bruit, sans mettre des confettis, sans aucun moyen de pression, etc. Tout ça a été assorti quand même d'astreinte. C'est ça qui rend la décision dégueulasse. C'est que l'astreinte était quand même de 200 € par infraction et par personne. C'est-à-dire que si tu gueules et tu mets des confettis par terre, et ben en fait c'est 400 balles quoi en fait. Voilà. Donc autant vous dire que voilà, le juge il s'est vraiment pas emmerdé et il a vraiment rendu une décision parfaitement adéquate aux demandes de l'Ibis Batignolles. Bien, suite à ça, comme on est un peu inventif et imaginatif à la CGT-HPE et parmi les grévistes des Batignolles, on a décidé d'inventer un nouveau concept de syndicalisme qui est celui du piquet volant. Finalement, d'aller devant plusieurs établissements. Et du coup, en fait, comme on a vu qu'on les faisait particulièrement chier devant l'hôtel Bercy, le Pullman Bercy, qui est quand même un établissement 4 ou 5 étoiles, en fait, plutôt que de régler le conflit, une fois de plus, ils nous ont assigné à nouveau en justice. Donc on était passé mardi dernier et théoriquement on devrait recevoir le jugement, on devait l'avoir aujourd'hui, Claude, c'est ça, hein, mais on l'a pas encore. Et donc a priori il devrait tomber lundi prochain, mais pour être honnête avec vous, en fait on n'est pas très très optimiste, on n'attend pas quelque chose d'extraordinaire de la justice française. Parallèlement, la société STN, plutôt que de régler le conflit aussi de son côté, a été assez imaginative aussi, et donc a envoyé des courriers dès la semaine dernière aux salariés pour leur dire, non seulement vous avez des bulletins de paye à 0 €, mais en plus, en fait, comme vous n'avez pas de salaire, et ben du coup la part salariale de la mutuelle n'a pas été régularisée. Et donc ils leur disent, en fait vous n'avez pas des bulletins de paye à 0 € comme vous pouvez le penser, mais vous avez un solde négatif. Donc vous devez payer à la société STN 37 € par chèque, sinon on va résilier purement et simplement votre mutuelle. Donc en gros si vous tombez malade, et en fait pour la part mutuelle vous pouvez oublier quoi. Donc la situation est vraiment très difficile. Je vous avoue que c'est vrai qu'on a tenu un peu finalement tout l'été avec une certaine médiatisation de la grève parce que les médias ils n'avaient pas tant de... Enfin, à part l'affaire de Rugy, j'ai pas en mémoire une autre affaire qui avait préoccupé les médias. Donc on a été d'une certaine manière médiatisé, mais c'est vrai qu'à partir de la rentrée, cette grève est de moins en moins visible et c'est vrai qu'en fait les soutiens aussi malheureusement se font très rares sur le piquet de grève et en fait pour beaucoup d'entre vous, vous savez l'impact qu'a la présence militante sur les piquets de grève, ne serait-ce que pour le moral. Moi je me rappelle d'une expression en fait que avait dite Brahim pendant la grève de l'Holiday Inn et enfin je la rejoins complètement et je la rappelle d'ailleurs aujourd'hui. C'est vrai que quand on commence une grève, il y a beaucoup d'optimisme, il y a beaucoup de combativité, etc. Et la banane est vraiment bien debout, quoi, en fait, d'une certaine manière. Et c'est vrai que plus les jours passent, plus les employeurs jouent sur la montre, plus cette banane-là, elle tend à s'inverser. Et c'est vrai qu'en fait, quand on voit qu'il n'y a pas vraiment toutes et tous à venir en fait sur les différents piquets de grève. Je rappelle d'ailleurs que la semaine prochaine on va être devant le Mercure place de Clichy, donc voilà, n'hésitez pas à venir. Toutes les infos sont ponctuellement affichées sur Démosphère et sur Facebook en fait, mais vraiment je veux dire on fait à la CGT-HPE en tout cas on fait vraiment du mieux qu'on peut pour que les informations soient diffusées un peu à l'avance pour permettre justement
aux différents camarades, aux différentes personnes qui soutiennent à se tenir informés. Donc, pour terminer, je dirais juste en fait que les camarades, on a affaire au groupe Accor. Je sais pas si vous voyez un peu ce que c'est. C'est immense. C'est la Poste en fait, enfin, d'une certaine manière. C'est le 6e groupe mondial. C'est une puissance invraisemblable. Tous les jours, on a un huissier de justice devant l'établissement. Et le huissier de justice, vous savez qu'en fait, c'est vraiment pas donné. Hein, ça se compte dans les 300 à 400 boules l'heure. Et en fait, ils s'en fichent complètement. Plutôt que de régler le conflit qui leur coûterait beaucoup moins cher, ils préfèrent payer des huissiers de justice, ils préfèrent prendre les meilleurs avocats pour nous assigner en justice, ils préfèrent vraiment mettre la pression la plus insupportable et la plus intenable sur les grévistes, en sachant très bien que c'est l'hiver qui est en train de s'installer, qui fait de plus en plus froid, etc., pour justement faire craquer les grévistes. Les grévistes tiennent. Il et elles, surtout, elles sont très 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 courageuses. En fait, on n'arrête pas d'enchaîner les actions pour la caisse de grève notamment, pour se donner aussi de la visibilité, etc. Donc je vous invite vraiment, toutes et tous, là où vous pouvez, à faire circuler les informations en fait, qui circulent sur les réseaux sociaux. N'hésitez vraiment pas à cliquer. N'hésitez vraiment pas aussi à faire diffuser le pot commun en ligne, parce que voilà, l'argent c'est le nerf de la guerre, et aussi je vais être honnête avec vous, une initiative comme celle-là, effectivement de ce soir, elle s'inscrit aussi dans cette logique-là en fait, de ramasser des sous, parce qu'on en a vraiment très fortement besoin en fait. Du coup, n'hésitez vraiment pas à faire circuler le pot commun en ligne, n'hésitez vraiment pas à en parler autour de vous, n'hésitez vraiment pas à écrire sur cette grève, à diffuser toutes les infos, etc. Et pour terminer, je souhaite vraiment remercier de toutes mes forces, pour le coup, le collectif féministe révolutionnaire qui nous soutiennent depuis le début de cette grève et qui surtout ont été à l'initiative de cette action-là, avec tout ce que ça implique en termes de logistique, de préparation, etc. Et aussi, en fait, en termes de préparation d'action en dehors de la région parisienne, parce qu'effectivement on a eu des actions en région parisienne, mais les camarades ont quand même initié aussi des actions, que ce soit à Brest, que ce soit en fait dans dans plein d'autres villes. Donc si vous avez des camarades, des contacts militants qui peuvent aller emmerder le groupe Accor dans d'autres villes, feu vert les camarades, carte blanche, faites. Franchement, il faut les emmerder réellement. Et puis n'hésitez pas aussi en fait à boycotter le groupe Accor. Si vous êtes notamment dans le milieu de la recherche, etc., c'est important en fait que voilà, vous avez un séminaire à faire, enfin je sais pas, prenez autre chose. N'allez pas chez eux en fait, parce que ça les emmerde et il faut voilà, enfin ça, il faut continuer à les emmerder. Et je terminerai, je sais plus ce que je vais dire, enfin je suis complètement un peu voilà déboussolée. Mais voilà, enfin, n'hésitez vraiment pas à initier prendre toutes les initiatives nécessaires. On va peut-être bientôt aussi sortir une tribune, donc on vous invite aussi très très largement à relayer. Et bon, j'ai oublié ce que j'allais dire un truc important, mais c'est sorti de ma tête. Mais bon, voilà, on reviendra là-dessus. Voilà. Mais faut nous soutenir. Franchement, on en a vraiment besoin. Là, je suis en mode, il faut vraiment le faire parce que c'est vraiment des connards qu'on a en face. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment des gens qui s'en fichent complètement des travailleurs. Enfin, ils veulent vraiment, mais complètement les écraser pour l'exemple, en fait. En disant oui, enfin, la CGT HPE n'a jamais perdu de grève, et ben avec nous ils vont la perdre. Et moi j'ai vraiment pas envie de leur donner ce plaisir, quoi, en fait. Moi c'est Louise, je suis militante du collectif féministe révolutionnaire et je voulais vous présenter un petit peu plus là ce forum des luttes et puis ensuite donner la parole aux camarades.
Avant ça, je voulais remercier tous les camarades et toutes les camarades qui sont venus ce soir, en particulier les personnes qui sont venues avec du matériel et leur table. Là, vous voyez, il y a les camarades du collectif La Rage qui font des magnifiques affiches et qui en ont designé une exprès pour la grève. Donc je pense qu'on peut les remercier. N'hésitez pas à venir en prendre et en acheter. Voilà, il y a aussi d'autres trucs à vendre. On vend des badges, tout est au bénéfice de la grève, le bar aussi, etc. Donc si vous en avez les moyens, n'hésitez pas. Voilà, donc du coup, quelques mots sur ce forum des luttes. L'enjeu, comme Thierry l'a dit, c'était d'une part de populariser la grève et de récolter des fonds, puisque l'argent, c'est encore aujourd'hui une bonne partie du nerf de la guerre. Et la deuxième chose sur laquelle je vais plus m'étendre, c'est la question en fait, de l'importance pour nous de soulever de donner de l'importance aux problématiques de sexisme et d'antiracisme dans les luttes au travail, parce que malheureusement encore aujourd'hui on en fait souvent l'impasse dans les luttes syndicales et dans les luttes au travail, et on pense que c'est central et qu'il faut absolument redresser la barre et que c'est un enjeu de nos luttes à venir d'y donner de l'importance. Et puis la troisième raison, je reviendrai après dessus, la troisième raison pour laquelle on a fait ce forum, c'est parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans 15 jours, c'est le 5 décembre, le premier jour d'une grève qu'on espère longue, illimitée et générale contre la réforme des retraites. Et un grand enjeu pour la réussite de cette grève, c'est de réussir à construire une véritable convergence des luttes, en particulier parce qu'aujourd'hui le gouvernement cherche à monter des secteurs du travail contre les autres, à parler de régimes spéciaux, donc du coup c'est la raison pour laquelle il faudrait réformer les retraites, à opposer le privé et le public, etc. Et on a un camarade du collectif des retraites qui en parlera longuement et mieux que moi. Donc juste quelques mots sur bon, d'abord la question de la popularisation de la grève. Je voudrais qu'on en profite encore une fois pour applaudir les grévistes d'Ibis, parce qu'en fait ce qu'elles font c'est très difficile, c'est très long, 15 mois de grève où on est dans le froid tous les matins, où on n'est pas sûr d'avoir la thune à la fin du mois, où c'est épuisant, où on ne sait pas si accord va lâcher. Donc je pense qu'on peut encore les applaudir un bon coup. S'organise, et donc il y a un enjeu vraiment, enfin, pour nous à s'organiser. Si on ne s'organise pas, c'est mort. On a un gouvernement qui s'organise, mais on a aussi des capitalistes qui s'organisent de la plus petite échelle à la plus grande échelle, que ça soit du petit bas dans l'entreprise, la petite entreprise, jusqu'à l'organisation du marché du travail à l'échelle mondiale. Et il y a deux grands outils qui permettent aux capitalistes d'organiser l'exploitation. Deux des grands outils, c'est le sexisme et le racisme. Alors, juste quelques mots. L'exploitation qu'on vit tous, l'exploitation qui consiste à aller au travail et à ne pas se faire payer le salaire qu'on mérite pour que des patrons en face s'en mettent plein les poches, elle ne prend pas le même visage pour tout le monde, et elle ne prend pas le même visage en particulier pour les femmes et pour les personnes racisées. Donc quelques mots là-dessus, puisque c'est une des choses sur lesquelles on voulait insister. Le patriarcat, comme on l'appelle, qui est l'oppression des femmes et des minorités de genre, qui prend plusieurs visages dans le travail. D'une part, il assigne les femmes à certains secteurs du travail, des secteurs bien précis, en particulier ce qu'on appelle le travail reproductif, qui est tout le travail qui consiste à prendre soin des autres et s'occuper des maisons, donc s'occuper des enfants, s'occuper des personnes âgées, s'occuper des malades, faire le ménage, faire la bouffe. Donc ça, du fait de l'histoire de la division historique du travail, c'est des tâches qui reviennent à la maison non rémunérées, mais aussi dans le travail rémunéré essentiellement aux femmes. Et ce sont des métiers qui sont très dévalorisés socialement et qui sont sous-payés où dans le boulot il y a une très faible couverture sociale. Donc ça, c'est un des visages que prend le sexisme au travail. Un autre visage qu'il prend,
c'est celui du caractère sous-payé, chroniquement sous-payé des temps partiels imposés. Et là, je ne vais pas vous refaire le topo, je pense que vous les connaissez tous, et puis sinon vous pouvez venir nous voir et puis on en discutera. Et un autre visage qui prend, dont on parle assez peu, c'est celui de la discipline sexiste qu'on impose dans ces métiers féminins. L'obligation de sourire, l'obligation d'être poli, l'obligation de se tenir d'une certaine manière, l'obligation d'être empathique. Et en fait, tout ça, c'est des choses qu'on inculque aux femmes dès l'enfance et qui est un frein pour ensuite se révolter et résister, puisque tout ce qu'on nous demande d'être, c'est à l'opposé de ce qu'on doit faire pour résister. Donc il y a un enjeu central aussi autour de ça. Et voilà, l'autre point qui nous semblait important d'insister, c'est la question du racisme. Donc là, je vais reprendre des choses que disait Farid, je crois, du FUIQP tout à l'heure lors de la discussion, qu'en fait, la main-d'œuvre racisée, c'est une main-d'œuvre, c'est une force de travail qui est mobile à l'extrême, c'est la variable d'ajustement du capitalisme. On exige à ces gens-là de s'adapter au moindre des besoins des profils. On exige la mobilité géographique, la flexibilité du temps de travail, la pénibilité physique, la dangerosité. Parfois même, on ne leur donne même pas des papiers alors qu'ils travaillent. Il y a des camarades qui pourront en discuter. Et tout ça pour contraindre, en fait, ces gens. Comment on fait pour contraindre toutes ces personnes racisées, migrantes, etc., descendants de migrants, à accepter leurs conditions? Eh bien, c'est aussi en s'appuyant sur une idéologie raciste qui passe en particulier aujourd'hui par la question de l'islamophobie. Et il y a eu la marche du 10 novembre, et ça, c'est un truc qui nous semble aussi très important de souligner dans la période. Et quelques mots sur l'islamophobie, puisque ça recoupe des enjeux de sexisme. L'islamophobie, par rapport aux autres types de racisme, ça a deux caractéristiques. D'une part, ça s'inscrit dans la loi, en particulier à partir des lois d'interdiction du port du voile dans l'espace public. Et d'autre part, ça construit l'idée d'une incompatibilité culturelle radicale entre les musulmans, les musulmanes et nous. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a au centre de ces deux discours, des lois et du discours de l'incompatibilité? Il y a les femmes musulmanes, puisque les lois portent sur les femmes qui portent le foulard, et parce que la question de l'incompatibilité radicale met au centre l'idée que donc les personnes issues de l'immigration nord-africaine et africaine auraient un rapport anormal aux femmes, qui serait particulièrement sexiste, qui est entièrement faux. On sait très bien que le sexisme est présent partout dans la société. Au revoir. Et du coup, voilà, on voulait aussi dire que pour nous, une des raisons pour lesquelles on soutient cette grève, c'est qu'on refuse que notre féminisme serve de caution aux politiques racistes du gouvernement, et que c'est central aujourd'hui comme féministe de se positionner en soutien à ces grèves et à toutes les personnes racisées qui luttent et qui s'auto-organisent. Et pour conclure, je vais laisser la parole du coup aux différents secteurs qui sont en lutte. Voilà, vous parlerez des luttes que vous menez, et je pense que c'est essentiel qu'on arrive aujourd'hui à reconstruire la solidarité, parce que comme je disais, en face ils s'organisent, qu'on construise la convergence. Mais nous, ce qu'on voulait dire, c'est que cette convergence-là, elle ne va pas que dans un sens, et qu'en fait tout le monde aujourd'hui, dans tous ces collectifs de travail, doit systématiquement intégrer à sa lutte la question, la dimension antiraciste et la dimension antisexiste. C'est central. On n'y arrivera pas tant qu'on n'est pas en mesure de faire ça, d'autant plus que ça regroupe des grosses coupures dans le mouvement ouvrier, notamment entre le privé et le public. Aujourd'hui, c'est très difficile de mobiliser le privé. Donc aujourd'hui, c'est central. Il faut arrêter, il faut avancer. Et donc, voilà, il faut qu'on aille vers une grève. Vive la grève! Vive la grève générale et illimitée! Vive la grève des femmes! Vive la grève des personnes racisées! Et vive la grève des travailleuses de l'Otalibis! Donc voilà, venez prendre la parole, voilà, toutes les personnes qui sont en lutte et qui souhaitent la prendre. Voilà, je vous en prie. Je sais pas, je vais peut-être pas vous appeler un à un, donc venez. Bonsoir à tous et toutes. Je suis le gréviste des Chronopos Alfortville. Je m'appelle Fofana Amadou, je suis le gréviste des Chronopos Alfortville. On a mené la lutte bientôt 6 mois maintenant, on est là-bas. Jour et nuit, on passe toute l'année là-bas, on est là-bas tout le temps, en fait.
pour la revendication de nos droits en fait. Nous avons travaillé là-bas, nous sommes des sans-papiers, ils ont refusé de nous régulariser. Donc on a décidé de se mettre en grève, de laisser le boulot carrément pour se mettre en grève. Tout d'abord, je parle de l'auto-organisation de notre grève, comment on a organisé pour faire l'occupation en fait. Parce que nous travaillons là-bas, nous sommes des sans-papiers, ils ont refusé de nous régulariser. Ils nous obligent à faire des exercices, ils ne payent pas. Ils refusent aussi de nous faire les badges. Donc on a compris leur système de jeu. On s'est réunis, nous les sans-papiers, dans les sites. De se réunir, d'aller voir notre collectif de Vitry pour en parler de notre situation dans laquelle on se trouve dans les sites en fait. Bon, après on est parti voir les syndicats solidaires et sites PTT pour en parler aussi. Donc, plus d'un an, on était en train de faire la préparation de l'occupation. C'est les 11 qu'on a décidé de se mettre et de faire l'occupation, d'arrêter le boulot carrément. Donc, on est venu là-bas par une boîte d'intérim qui s'appelle Mission Intérim. Mais les donneurs d'ordre, c'est les chronopostes en fait. C'est les chronopostes qui donnent l'ordre à Mission Intérim d'envoyer les gens de venir travailler dans leur site. Nous, on travaille là-bas, on n'a pas de papiers. Les gens de chrono les savent très bien que nous sommes des sans-papiers. Mais ils se profitent pour nous exploiter. Donc, on a compris leur système de jeu. Une fois que c'est lui qui travaille pour arriver à 15 mois, pour ne pas arriver à 18 mois, ils vont te mettre à fin de mission pour te remplacer par un autre sans-papier. Sinon, une fois arrivé à 18 mois, ils seront obligés de t'embaucher. Pour éviter ça, donc, une fois arrivé à 15 mois, ils vont te mettre en fin de mission, de te remplacer par un autre sans-papier dans leur site. Donc, on a compris ça. Il y a beaucoup de gens parmi nous qui étaient en fin de mission, mais on était tous en contact. On était tous en contact pour faire la préparation de l'occupation. Donc on a tous décidé ensemble de faire l'occupation les 11. 2 semaines après, il y a eu des projets. On était à l'intérieur. Tout d'abord, on a fait 2 semaines là-bas. Bon, après 2 semaines, il y a eu des projets. Les juges nous avaient évacués de sortir. On est resté à la porte. Depuis ces jours jusqu'à maintenant, on est à la porte jour et nuit. Donc ils ont fait carrément à leur responsabilité comme quoi on n'a pas travaillé dans leur site. Nous, on a des preuves, on a des fiches de paye, mais on travaille là-bas sous alias. Parce qu'ils refusent de nous faire travailler avec notre propre nom. Il faut qu'on amène les papiers de quelqu'un qui est régulier dans leur site en fait. Donc on va faire l'inscription, ils font des virements dans leur compte. Donc c'est à la personne qui nous paye. Au lieu de nous payer directement, ils nous payent indirectement. Ils font des virements dans la compte de l'intéressé, c'est à l'intéressé de nous payer. Parce qu'ils ont refusé de nous faire travailler avec notre propre nom. Donc, on a accepté tout ça parce que nous, on est condamnés à travailler. Quand tu ne travailles pas, que tu ne fais rien, tu n'as pas quelqu'un qui te donne un coup de main, c'est pas facile de vivre. Donc, obligé, on n'a pas le choix, on a accepté ça. Parce que même il y a des gens parmi nous qui ont des problèmes à avoir leur salaire fin de mois comme ça. Parce que si tu travailles avec les papiers de quelqu'un, fin de mois, c'est la personne qui fait des retraits pour te payer. Donc, il y a des gens qui coupent l'argent de beaucoup de personnes comme ça parce qu'ils n'ont pas le choix. Obligé, bon, tu n'as pas le choix, tu vas accepter. Donc, nous, on a des preuves, on a beaucoup de preuves. On a pris des photos à l'intérieur de les sites. On a des fiches de paie. Chaque semaine, les messages qu'ils nous envoient pour nous donner la confirmation. On a tout ça dans les portables. Mais avec tout ça, ils ont filé les responsabilités. Comme quoi, on n'a pas travaillé dans leur site. Donc, c'est pour cela que nous aussi, on a décidé. On dit qu'on ne bouge pas, on est déterminé. Il faut qu'ils prennent les responsabilités pour le régulariser. C'est ça l'essence de notre combat. Je vous remercie. Camarade du collectif des retraites. Bonsoir, donc je suis Régis du collectif Nos Retraites. Merci pour l'invitation et félicitations pour toute cette mobilisation et bravo pour tout votre engagement, c'est assez impressionnant. Donc en gros le collectif Nos Retraites, c'est un collectif qui s'est créé en début d'année pour essayer d'analyser quel était le programme du gouvernement et essayer de l'expliciter. Parce qu'en gros ce dont on se rend compte sur le projet du gouvernement sur les retraites,
c'est qu'il y a énormément d'autocensure. Les gens se disent c'est super compliqué, je sais pas quoi y penser. Par ailleurs, je sais même pas trop comment le système actuel fonctionne. Donc nous, on fait beaucoup de formations, on produit beaucoup de visuels et beaucoup d'argumentaires pour décomplexer les gens, pour se dire qu'en fait, tout le monde est légitime pour s'exprimer sur cette question. En gros, il y a des choses assez simples à savoir. Si on veut résumer le projet du gouvernement, il y a 3 choses à savoir. C'est qu'en gros, ça va baisser massivement. C'est un projet pour faire baisser massivement le financement des retraites. De 2, c'est que ça va concerner absolument tout le monde. Au début, ils annonçaient une belle réforme qui ne toucherait pas ceux qui partent bientôt à la retraite, c'est-à-dire ceux qui vont avoir un pot de départ entre 2020 et 2025. C'est-à-dire que même eux vont être touchés, donc cette réforme va toucher tout le monde, et a fortiori les jeunes, puisque nous, enfin, je me mets dedans, j'ai 28 ans, la retraite, l'âge de départ de la retraite va suivre l'espérance de vie. Donc en fait, peu importe notre niveau de fatigue au travail, on va avoir des âges de départ de plus en plus lointains. Typiquement, pour ceux nés en 90, l'âge pivot, l'âge de départ pour ne pas être pénalisé sera déjà, on sait déjà, de 66 ans. Pourquoi ça va la troisième chose à savoir aussi, c'est que c'est sur cette question d'âge, pardon. Désolé, je suis un peu déconstruit. D'habitude, j'ai un support avec moi, mais j'ai pas eu le temps d'en faire un pour ce soir. Le plus gros argument, c'est aussi que c'est cette baisse massive dont je vous ai parlé. Comment elle s'explique ? En gros, depuis la création du système de retraite en 1945, les ressources de financement des retraites ont toujours suivi le niveau de personnes âgées dans la société. Ce que veut mettre en place le gouvernement, c'est un gel du financement de ces ressources, de ces retraites. Ils veulent le geler à 14%, alors que les personnes âgées vont passer de 20 à 27%. Eux, ils veulent le geler jusqu'à 2050. C'est assez radical, c'est assez extrême, c'est vraiment un décrochage inédit qui, très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Quand on va passer à la retraite, on va passer d'un niveau de vie d'actif et quel que soit le montant, on va avoir un énorme décrochage au moment de passer à la retraite. Donc c'est pas un problème pour ceux qui auront les moyens, puisqu'ils vont pouvoir capitaliser de l'argent dans des fonds de pension français. Et par ailleurs, le gouvernement a facilité de plus en plus la mise en place de fonds de pension à la française qui sont défiscalisés, etc. Donc, mais c'est un vrai problème puisque ça va vraiment augmenter les inégalités et c'est un vrai danger. Plusieurs choses, peut-être de points de focus importants. L'impact de cette réforme sur les femmes, par exemple, est assez inquiétant, parce que ce projet, en gros, c'est une vraie menace pour l'autonomie financière des femmes. Pourquoi ? Il y a 3 choses principales sur l'impact pour les femmes. C'est avant, quand on avait un enfant, on avait automatiquement, en fonction de sa caisse, des trimestres pour sa retraite, entre 2 et 8 selon sa caisse de retraite. Le projet du gouvernement, c'est de donner à un couple 5% de majoration sur sa retraite dès qu'il y a un enfant. Et donc assez mathématiquement, assez logiquement, puisque c'est souvent les hommes qui ont les meilleurs revenus dans le couple, les couples seront encouragés à mettre ces 5% sur la retraite de monsieur. Donc il y a un vrai problème d'autonomie pour la retraite des femmes. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est le risque de disparition de pension de réversion. La pension de réversion, c'est quoi ? C'est on perd son conjoint, on récupère une partie de sa pension. C'est pour les veufs et les veuves. Là, le risque, le projet, c'est de supprimer cette pension de réversion pour les personnes divorcées. Donc super, ça valide vraiment ce qu'on a entendu dans les médias récemment. Il va falloir penser à 2 fois avant de divorcer. Donc c'est très dangereux en termes d'autonomie. Et la troisième chose qui concerne les femmes, mais aussi les précaires. J'ai trop parlé. On en a là ? 1, 2. D'ailleurs, j'en profite pour dire que la façon dont on a organisé la soirée invite à la discussion informelle et c'est bienvenu puisque c'est aussi le but. Mais si on peut juste essayer de, comme je le disais au début,
ou de parler moins fort, ou de, je sais pas, se mettre à un coin de la salle, dehors pour discuter. Je sais que ça y invite, mais sinon c'est trop difficile de s'écouter. Merci. Merci. Du coup, la dernière chose que je voulais dire, à savoir sur le projet, qui concerne les femmes, mais qui concerne aussi les périodes de chômage et les périodes de trous dans la carrière. En gros, le gouvernement va avoir une carotte, un espèce d'alibi social pour faire passer le projet, qui s'appelle les points de solidarité. C'est-à-dire, puisque maintenant on va prendre en compte toute la carrière, ça va accentuer les trous, c'est-à-dire les périodes de chômage, les congés parentaux, les périodes précaires, etc. Et au lieu de aujourd'hui dans le système actuel, on calcule sur les meilleures années, sur les meilleurs mois pour les fonctionnaires. Donc les périodes de trous ne sont pas comptées. Donc la solidarité fait partie intégrante du système. Demain, dans le programme de Macron, ces périodes de trous seront prises en compte et du coup, on va en gros on va donner des cacahuètes pour combler qui seront les points de solidarité et ça sera dans une enveloppe séparée. Donc c'est extrêmement dangereux. Pourquoi ? Parce que ça ne sera pas le budget de retraite, ça sera quelque chose, un à côté, qui sera vraiment à la merci de n'importe quel gouvernement et ça sera très vraisemblablement la première variable d'ajustement dès qu'il faudra réduire les dépenses. Je vais vous laisser avec juste donc ce qu'il faut retenir, c'est que ça va baisser massivement, ça concerne absolument tout le monde. Vraisemblablement, ça va nous amener à travailler plus longtemps. Et ce qui est important aussi à retenir, on le voit beaucoup dans nos formations avec les jeunes, il faut vraiment qu'on se sorte de l'idée, parce que ça revient beaucoup chez nous, de dire de toute façon je serai précaire toute ma vie, j'aurai pas de retraite, et tout le monde se dit le monde va s'effondrer, j'aurai pas de retraite, je sais déjà que j'aurai pas de retraite, ça revient extrêmement souvent. En fait, on a vraiment internalisé ça, c'est totalement faux. Même dans les pires scénarios, à partir du moment où on a des salariés, on a des retraites. À partir du moment où on a des salaires, on a des retraites. Même s'il y a une chute du PIB, même si ça augmente, peu importe. On aura des retraites. La vraie question, c'est donc à quel niveau ? Est-ce que ce sera solidaire ou individuel ? Et sachant que c'est vraiment, là en gros, c'est un vrai pactole sur lequel le gouvernement veut mettre la main. C'est 300 milliards d'euros, c'est les plus grosses dépenses sociales. N'importe quel gouvernement libéral qui veut s'attaquer à des dépenses publiques s'attaque aux retraites. Donc le fait que ça concerne tout le monde, que ce soit aussi massif, c'est vraiment très important, parce qu'on voit bien, là, autour du 5 décembre et la suite, on a énormément de convergences de plein de luttes très différentes. Et la colère, elle est là. Je pense que les gens même les gens qui n'ont pas bien compris le projet, ils sentent très bien quelles sont les menaces. Donc bravo pour ce que vous faites, parce que je pense que ça contribue à mobiliser autour de ça et de la lutte contre la précarité à vie. Voilà, merci. Et par ailleurs, nous, notre collectif, on a essayé de faire des visuels, désolé j'en ai pas ramené, mais sur le réformedesretraites.fr ou sur Twitter, @nosretraites, on diffuse des trucs qui ont vocation à être utilisés, nous on s'en fout de notre marque, et ça a pas mal marché puisqu'on a des avant-après qui montrent la perte de revenus. Donc n'hésitez pas à utiliser comme vous voulez, comme bon vous semble, pour faire de la pédagogie, pour expliquer 5 minutes en dîner de famille, au boulot ou ailleurs. C'est à libre disposition. Voilà. Merci. Les camarades des Gilets Noirs. Bonsoir tout le monde, je suis Diakité de la collectif La Chapelle Debout et le mouvement des Gilets Noirs. Les Gilets Noirs est un mouvement qu'on a mis en place, ça fait 1 an, en novembre 2018. L'objectif est d'obliger l'État à régulariser toutes les personnes sans papier en France. C'est un mouvement des sans-papiers, des hommes, des femmes et beaucoup de nationalités, francophones, anglophones, africains ou ailleurs. On a mis le mouvement en place en décembre 2018. Depuis décembre 2018 jusqu'à aujourd'hui, on a fait beaucoup de choses pour essayer d'alerter l'État de notre situation. Chez nous, il y a des gens qui travaillent, des gens qui ne travaillent pas. Dans le mouvement, il y a des personnes aussi qui dorment dans la rue. L'objectif du mouvement
c'est d'avoir une régularisation collective de toutes les sans-papiers et un logement digne pour tout le monde. Et depuis la mise en place du mouvement, on a fait beaucoup de choses. Notre première action, c'était d'attaquer la centre de rétention de Vincennes, là où l'État nous chasse jour et nuit, tous les jours. C'est pas parce qu'on a volé, c'est pas parce qu'on a fait quelque chose de mal, juste parce qu'on est des personnes qui sont nées hors de la France. Attaquer cette prison pour essayer d'obliger l'État à fermer des centres de rétention. C'était ça la première. Et après, on a occupé le parvis de la Comédie Française, là où on a eu un rendez-vous à la préfecture. Mais ça aussi, on était obligé de claquer la porte. Pourquoi? Parce que la préfecture, pour nous casser, essaie toujours de négocier avec nous pour nous mettre dans une situation qu'on ne peut pas accepter et on ne veut pas accepter. Parce que nous, on veut une régularisation collective de tout le monde. C'est-à-dire, on ne veut pas des cas par cas. Le cas par cas, ça veut dire une personne, un sans-papier, tu peux être régularisé si tu travailles. Si tu travailles, pour prouver que le protocole cas par cas est un protocole raciste et discriminatoire, ils te disent que tu ne peux pas avoir des papiers si tu ne travailles pas. Et la même préfecture te dit que tu ne peux pas avoir des papiers si tu ne travailles pas et tu ne peux pas travailler si tu n'as pas de papier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une loi raciste, juste. On ne veut pas vous voir, dégagez. On ne veut pas de vous. C'est ça la politique à la préfecture et nous. Et comme la préfecture aussi, il a un donneur d'ordre, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, et il y a aussi le Premier ministre qui peut donner l'ordre au ministère de l'Intérieur. On a lancé une campagne pour chercher le Premier ministre. Cette campagne, on a fait 3 actions. La première, c'était d'abord d'attaquer les frontières de la France, c'est-à-dire de l'État, et aussi de montrer à l'État que c'est avant que les sans-papiers se cachaient. On avait peur avant, mais là, on n'a plus peur. On ne se cache plus, on n'a peur de rien. C'est pourquoi on était à l'aéroport à plus de 400 personnes pour bloquer la terminale d'Air France. On a bloqué pendant 4 heures de temps pour dénoncer la collaboration d'Air France et l'État sur les déportations des sans-papiers. Nous, on l'appelle, ce n'est pas des expulsions, c'est de la déportation. Parce que beaucoup de personnes expulsées, arrivées au pays, parce que la plupart de ces gens-là sont venus en France pour faire une demande d'asile. Tu fais une demande d'asile parce que derrière, il y a quelque chose qui te poursuit. C'est pour ça que tu as fini pour venir faire une demande d'asile ici. Et les chiffres que le gouvernement donne chaque année sur la demande d'asile acceptée, c'est faux. Presque 80% des demandeurs d'asile sont rejetés. C'est pourquoi maintenant, beaucoup de personnes ont peur de faire une demande d'asile. Parce qu'après, il y a le rejet. Le rejet, il y a l'OQTF après. Et quand on t'arrête, que tu as une OQTF, directement au centre de rétention, tu n'as qu'à attendre le jour où ils vont t'expulser vers ton pays. Ces gens-là, après leur retour, la plupart d'entre eux sont emprisonnés, torturés ou tués même. C'est pourquoi ces gens-là viennent ici en France pour faire une demande d'asile. Et c'est pourquoi nous aussi, on l'appelle la déportation. Ça, c'était la première. Et la deuxième, on a lancé contre une grande entreprise qui s'appelle Elior, 3e ou 4e mondial de la restauration collective et le nettoyage. On a occupé la tour d'Elior à la Défense, à peu près 5 heures de temps, pour l'obliger à régulariser les sans-papiers qui travaillent chez lui. Et on l'a obligé à signer un accord
des négociations entre les Gilets Noirs et Elior. Ces négociations, on l'a fait presque 2 fois. Et là, on voit que Elior aussi, il est en train de se foutre de notre gueule. Et nous, on n'accepte pas. On l'a dit clairement. C'est parce qu'on était un peu gentil avec toi. Quand on a occupé la tour, on vous a dit qu'on n'allait pas rester. On est venu juste pour vous foutre le bordel et pour montrer au monde entier que vous faites des milliers de chiffres d'affaires par an au dos des sans-papiers. Vous exploitez des personnes, vous emploie, vous les exploitez et puis vous ne les payez pas. Des hommes comme des femmes. Pour montrer ça au monde entier. On va partir, mais on va s'asseoir pour négocier. La négociation, ça ne nous arrange pas. La dernière fois, on a claqué la porte. On lui a dit, on va revenir bientôt. Là, on est en train de préparer des actions contre Elior. On demande le soutien de tout le monde. Toute personne qui font la lutte, toute personne qui s'intéresse au sujet des sans-papiers, c'est un mouvement, ce n'est pas un collectif. Il y a, dans le mouvement, il y a plus de 700 personnes qui font partie de beaucoup d'autres collectifs. À chaque fois que le mouvement a besoin d'eux, ils viennent. Et la base du mouvement aussi, c'est dans les foyers. Il y a plus de 50 foyers en Île-de-France qui se mobilisent tous les jours. À chaque fois qu'il y a un problème, on s'élève. À chaque fois qu'un gilet noir a un problème, c'est tous les gilets noirs qui ont des problèmes. À chaque fois qu'une personne est arrêtée ou une personne a un problème avec son patron, c'est tous les gilets noirs qui sont concernés. Les gilets noirs soutiennent toutes les luttes en France. Toutes les luttes. On soutient nos mamans aussi, de l'Ibis, qui travaillent tous les jours. On les voit, toutes les personnes qui se lèvent tôt le matin, 5h, 6h du matin, on voit les mamans en train de courir entre les métros et le RER. Ça, c'est quelque chose qui mérite d'être respecté. On respecte nos mamans, leur lutte, les gilets noirs et la collectif La Chapelle Debout les soutient à 100%. Je vous remercie. Je parle au nom de gens qui auraient voulu être là et qui n'ont pas pu. D'une part, le collectif UNEDIC qui regroupe toutes les associations et syndicats qui défendent les chômeurs et les précaires, les syndicalistes de Pôle emploi, les gilets jaunes intermittents. Ce collectif UNEDIC a fait des manifestations ou des actions pour dénoncer l'aggravation d'abord des sanctions qui tombent sur les chômeurs depuis le mois de décembre l'année dernière par décret. Et maintenant, il y a un nouveau décret qui casse complètement les droits des chômeurs et des précaires, qui casse l'assurance chômage et qui casse spécialement les droits des femmes, justement. Et je suis aussi là pour parler du collectif Femmes contre la précarité, contre les précarités, le chômage et les discriminations, qui n'ont pas pu rester là tout de suite et qui ont fait justement un parallèle entre ce qui se passe, la casse de l'assurance chômage, le projet du gouvernement de casser les droits des retraites et qui va impacter très fortement les femmes et les bas salaires qui touchent déjà les femmes. Donc c'est une triple peine pour les femmes. Alors déjà les bas salaires, les femmes ont des salaires inférieurs de 25% à ceux des hommes. Sur les retraites en moyenne de 42%, presque de moitié des retraites des hommes. Ensuite, les femmes sont obligées de plus en plus maintenant de prendre des emplois précaires, des emplois en CDD ou des emplois en sous-traitance. On a vu que la sous-traitance, c'est la maltraitance. Et elles ont, avec la casse justement des droits des chômeurs, elles vont avoir beaucoup plus de mal encore à toucher les indemnités de chômage. Elles touchent déjà beaucoup moins en indemnité de chômage que les hommes. Elles vont avoir beaucoup de mal à recharger leurs droits, avoir droit à une assurance chômage qui va être beaucoup plus restreinte. Il y a des milliers de chômeurs et de précaires qui vont perdre 40-50% de leurs allocations de chômage ou même la totalité. Et donc, de plus en plus, elles sont obligées d'accepter des petits boulots très mal payés dans les secteurs en tension dont on a parlé, le nettoyage, la restauration, les services à la personne.
Et elles vont avoir en plus, si jamais, déjà elles ont des retraites vraiment dérisoires quand elles n'ont pas pu travailler à taux plein toute leur vie parce qu'elles ont élevé des enfants ou qu'elles ont trouvé des boulots à temps partiel. Là, si jamais la réforme des retraites passe, et on ne veut pas qu'elle passe, là ça sera dramatique parce qu'elles n'auront vraiment que des miettes comme retraite. Donc, il y a une manifestation des principales associations de chômeurs et syndicalistes de Pôle emploi le 30 novembre à partir de 14h devant le siège du MEDEF. Elle part du MEDEF pour aller au ministère du Travail. Elle part du 55 avenue Bosquet, samedi 30, pas demain mais le samedi prochain. Et le 7 décembre, une manifestation appelée par la CGT. Mais d'ores et déjà, nous voulons dire que nous sommes solidaires de toutes les luttes, justement, des personnes qui sont précarisées, racisées, employées par des sous-traitants ou exploitées par des gens qui ne leur donnent pas la reconnaissance salariée et les papiers. C'est une honte et nous nous battrons avec eux jusqu'au bout. Voilà. La retraite féministe ou Femmes en lutte 93 par exemple. C'est bon, je ne prends pas. Bonsoir, moi c'est Hanan, je vais intervenir au nom du collectif Femmes en lutte 93. Nous en fait on n'est pas sur un front de lutte mais plusieurs, parce qu'il y a ma copine Nadia. Donc du coup on existe depuis maintenant 8 ans. On a un collectif qui organise des femmes en lutte dans différents secteurs, que ce soit dans la santé, l'éducation, la sous-traitance, les agents municipaux, et puis des étudiantes précaires, aussi des enseignantes. Donc déjà nous, à notre échelle, on est toujours en solidarité avec les grévistes et notamment la CGT HPE. Donc là on leur a remis une collecte qu'on a fait sur le marché de Saint-Denis. Il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de solidarité avec les grévistes, notamment de la sous-traitance de l'hôtellerie. Et c'est quelque chose que les gens y vivent de manière très... En fait, ça leur parle parce qu'ils connaissent ces entreprises, ils connaissent la sous-traitance, ils connaissent la précarité. Du coup, c'est une vraie solidarité de classe, qui est forte et qui s'exprime à chaque fois qu'on fait des diffusions sur le marché ou qu'on fait des collectes. Donc voilà. Ensuite, du coup, on va avoir la chance le 7 décembre, lors d'un événement qu'on organise à Saint-Denis. On organise un forum pour un féminisme populaire. Et notre mot d'ordre, c'est « Nos quartiers ne sont pas des déserts féministes ». Voilà, on en a marre en fait que la question autour des droits des femmes et du féminisme soit volée par les bourgeoises et les racistes. Et du coup, on veut occuper le terrain. Donc voilà, alors c'est le 7 décembre, c'est 2 jours après le lancement de la grève générale. J'espère la grève qui va se lancer. On n'a pas fait exprès, mais on espère que vous pourrez venir en vélo ou en covoiturage ce jour-là si la grève se poursuit. Donc c'est une journée entière de débats, d'échanges, de discussions et aussi de rencontres. Donc il y aura 2 tables rondes. Une première table ronde autour de notre enquête. On a mené une enquête sur le travail, notamment depuis les nouvelles mesures Macron, où en fait on s'est rendu compte que les femmes étaient encore plus précarisées. Donc on a appelé cette enquête « Travail de bonnes femmes », parce qu'on est toujours renvoyé au fait qu'on est des bonnes femmes, quoi qu'on fasse de toute façon. Et du coup, on va avoir des invités dont Rachel et Tiziri de la CGT HPE, des femmes qui travaillent dans l'éducation, des femmes qui travaillent dans la santé. On aura Gigi de PSA, on aura aussi des femmes qui sont exclues du travail. Nous, dans les quartiers populaires, il y a plein de femmes, elles ne peuvent pas travailler parce qu'il n'y a pas de crèche, parce que la cantine c'est trop cher et qui du coup se sacrifient pour garder les enfants ou parce qu'elles n'ont pas de papier. Donc du coup on aura aussi une intervention sur ce sujet-là. Et en fait, il y a l'exploitation qui tue les femmes et leur corps, etc. Mais il y a aussi toutes les oppressions sexistes et notamment les violences sexuelles. Donc on aura une deuxième table ronde sur violences sexuelles et violences sociales. Parce qu'en tant que femme, en tant que lesbienne, etc., on vit des oppressions qui nous empêchent d'accéder au logement, d'accéder au travail, de subir des violences, des viols, du harcèlement. On est aussi mère en lutte et sœur en lutte, donc on est aussi à lutter pour l'éducation des enfants, contre les violences policières, contre le racisme. Donc il y aura aussi des interventions de différents collectifs qu'on a invités. L'idée c'est de construire notre camp féministe. Donc on invite tout le monde à venir. On invite bien sûr le collectif féministe révolutionnaire à venir tenir une table et à se rencontrer et à débattre. Notre objectif c'est de sortir avec des revendications pour les femmes des milieux populaires. Donc il y aura aussi des paroles de lycéennes qui ont travaillé sur différents sujets, qui vont parler de comment ils vivent la société, et c'est une société de merde, voilà, je vous apprends rien. Du coup, notre jeunesse, elle en a vachement conscience. Du coup, ils vont parler d'islamophobie, ils vont parler racisme, ils vont parler Parcoursup,
Ils vont parler de tout ce qu'ils vivent en fait, des violences policières, parce qu'on leur donne pas assez la parole. Et en fait, il y en a marre d'une société où nos parents ils sont exploités et nos enfants ils sont maltraités. Donc c'est de ça dont on va parler ce samedi, et on va rappeler que nos quartiers ne sont pas des déserts féministes et que Chiappa, on l'emmerde royalement. On l'a pas attendu pour être féministe. Voilà. Donc on a des flyers, rendez-vous le 7 décembre à Saint-Denis et on espère vraiment sur votre présence. Voilà. Et Chiappa, on l'emmerde et vive les grévistes des bis, c'est elles qui nous montrent le chemin. Voilà, merci. Grévistes de CPN. Bonsoir à tout le monde. C'est Doucouré Mohamed, j'ai gréviste de CPN. Depuis le 5 octobre, on est en train de faire la grève, tout ça. On était 33 personnes en débit, mais là on est 12 personnes, 12 personnes qui sont réglées, c'est 16 personnes, tu vois. Bah, on a continué déjà à faire la grève, tout ça, parce que le patron, il a appelé les gens qui sont dans les sociétés actuellement, il a dit qu'il va légaliser, mais eux qui sont hors des sociétés, il ne faut pas les légaliser, tu vois. Mais c'est pour ça qu'on est venu présenter aujourd'hui pour dire notre but. Depuis le mois d'octobre, le 5 octobre, on a commencé les grèves. En fait, ça fait 2 ans que je travaille à CPN, je n'ai pas de vacances, je n'ai pas de délais supplémentaires à payer. C'est pour ça qu'on a payé des droits, c'est pour ça on a fait la grève pour chercher notre droit. Bon, c'est ça que je veux dire. On est au nombre de 33 dossiers. Bon, les patrons ont voulu régler 16 personnes, ceux qui sont actuels dans la boîte. Bon, ceux qui sont licenciés, là, il ne veut pas régler ça. Bon, nous sommes actuellement 13 ou 12 personnes qui sont en grève actuellement. Depuis le 5 octobre jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, la situation n'est pas encore réglée parce que le patron a menacé ceux qui sont à la boîte. Depuis qu'on a commencé les grèves, il a fait un courrier à chacune de ces personnes qu'il ne savait pas pourquoi vous êtes absent sur votre service. Prenez votre travail dans 72 heures. Eux, ils sont menacés des patrons. Ils ont allé négocier avec le patron le 14 novembre passé, octobre passé, pour faire la négociation avec le patron. Donc le patron a donné le CFA à 16 personnes que chacun doit prendre l'air en avoir à eux-mêmes. Donc nous, il reste seulement 12 personnes qui sont actuellement à grève. Donc on demande votre soutenance les jours prochains pour qu'on puisse faire on va organiser une autre manifestation face à la mer de Saint-Boutin. Merci beaucoup. Bonsoir, Marie de la CGT Spectacle et en particulier du syndicat français des artistes interprètes, SFA. Non, on peut assez rapidement pourquoi c'était important pour nous d'être là ce soir et qu'on a écrit ça collectivement. Parce que d'abord, on est usagères de ces hôtels, puisque quand on est artiste en tournée, on les utilise. De ce point de vue-là, on prend part à la campagne de boycott des hôtels Accor et on appelle nos collègues à le faire. Aussi parce que ce qui s'est passé dans cet hôtel où la violence de classe liée à la violence sexiste, liée à la violence raciste et allée jusqu'au viol, évidemment vous n'êtes pas sans savoir que dans le milieu du spectacle des violences sexistes et sexuelles il y en a beaucoup. Là on a fait une réunion de section rapidement, en fait on a 10 ou 15 entre nous, il n'y en a pas un ou une parmi nous qui ne connaît pas de cas de violence sexiste allant jusqu'au viol de la part de directeurs de salle, de la part de chefs d'orchestre, de la part de réalisateurs et réalisateurs. Et ça, je sais plus, une gréviste tout à l'heure a dit quand on est dans pourquoi il se passe rien, parce que quand on est dans une bouteille on peut pas parler. Ben effectivement on est dans une bouteille et effectivement on a du mal à parler, donc au SFA on est très fiers d'avoir gagné au Prud'homme contre une compagnie. Alors la salariée est venue vers nous après avoir été déboutée en justice pour viol. La justice a conclu au pénal, a conclu à un non-lieu, mais aidée par la VFT, l'association de lutte contre les violences sexistes au travail, quelque chose comme ça, la VFT, on a réussi à gagner sur son cas au Prud'homme. Pour nous, c'est une victoire historique, puisqu'on a réussi à faire condamner la compagnie qui n'avait pas permis à sa salariée de travailler dans des conditions décentes. C'est très important parce que dans nos milieux, nous, on travaille dans des petites compagnies. Donc on dit toujours, ouais, mais je le connais, le metteur en scène, c'est plutôt sympa, on est des amis, on a beaucoup de mal à faire valoir nos droits. Et de ce point de vue-là, même si c'est pas du tout pareil, mais la sous-traitance, d'une manière complètement différée, on y a affaire quotidiennement. Quand des salles qui ont de l'argent public pour employer
comédiens préfèrent faire appel à des petites compagnies, celle-là même où c'est encore plus facile que dans les autres de mal payer ses salariés, de les harceler, de les violer, préfèrent faire appel à ces petites compagnies pour leur sous-traiter le travail de création. Enfin, artiste-interprète, pour les 3 quarts, pour quasiment l'entièreté de nos rangs, nous sommes intermittents du spectacle. Donc vous savez qu'il y a une loi terrible qui a été votée, là, une réforme terrible de l'UNEDIC et de l'assurance chômage, qui fait que de moins en moins de salariés seront indemnisés. Alors nous, les intermittentes, on a été épargnés, parce que justement on a des luttes historiques, mais évidemment, comme on est de plus en plus sur un îlot où on se retrouve tout seul parce qu'ils rognent autour de nous, évidemment on sait qu'on est les prochains et les prochaines sur la liste. C'est très très grave ce qui s'est passé sur l'assurance chômage, ça a été dit avant moi, mais évidemment, moins on a de droits au chômage, plus on est vulnérable face à son patron. Et pour finir sur les retraites quand même, parce qu'on nous avait dit de faire le lien avec l'actualité, donc nous on vit ça avec à la fois, on est effrayé par le projet tel que tu l'as décrit, et en même temps on est un peu enthousiasmé par le fait que c'est une occasion de se battre tous et toutes ensemble dans une convergence. Donc déjà dans beaucoup de théâtres ça ne jouera pas le 5, on le sait, les équipes sont complètement mobilisées, ou les directions préfèrent pour défaire la mobilisation directement dire qu'on ne jouera pas ces jours-là. Et l'enjeu évidemment, ça a été dit, c'est que la grève s'étende dans la durée, que devienne une grève générale et illimitée. Merci. Bonsoir, merci pour l'invitation. Je suis partie de Alerta Feminista. C'est une association féministe née en 2016 à Paris suite à l'apparition en Amérique latine du mouvement Ni Una Menos, pas un de moins, contre les nombreux et atroces féminicides qui ont lieu chaque jour dans les pays de notre continent. On est contre toute forme d'exploitation et de domination. Et notre lutte est antipatriarcale, antiraciste, anticolonialiste et profondément anticapitaliste. On est convaincu que ça n'est pas par hasard que dans le monde entier, la majorité des personnes pauvres et précarisées sont des femmes. La division sexuelle du travail et les structures patriarcales de domination sont des pierres fondamentales pour maintenir le système capitaliste qui exploite nos corps et nos territoires. C'est pour ça qu'on est persuadé que la lutte antipatriarcale et anticapitaliste sont une seule lutte et on ne pourrait pas réussir sans une convergence. On se solidarise bien sûr avec les travailleuses de l'hôtel Ibis en grève depuis juillet. Et je veux dire aussi qu'on se solidarise aussi avec tous les peuples chiliens qui se battent depuis plus d'un mois contre les politiques d'ajustement néolibéral du gouvernement de Piñera, où les femmes sont les premières lignes parce qu'elles sont aussi en première ligne de précarité. On demande l'arrêt de la répression policière et militaire, l'arrêt immédiat des violations des droits humains et l'apparition de personnes disparues. On se solidarise aussi notamment avec des femmes chiliennes qui ont été victimes d'une politique de discipline de genre qui inclut des viols et des humiliations sexuelles par des policiers et des militaires. Ce sont aussi les collectifs de femmes et de féministes qui sont à la tête de la lutte aujourd'hui au Chili. On veut aussi se solidariser avec le peuple bolivien après le coup d'État qui a lieu le 10 novembre, où les femmes sont aussi à la tête des manifestations. Notre continent, la Via Yala, a été toujours victime de l'exploitation impérialiste qui veut contrôler nos corps et notre territoire. Que cette nouvelle phase post-néolibérale où l'extrême droite revient au pouvoir avec des discours sexistes, racistes et néocolonialistes nous trouve ensemble et organisés. Merci beaucoup et on se retrouve demain pour la manifestation contre les violences contre les femmes dans les cortèges latino-américains. Merci beaucoup. Merci. Merci. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, il y a quand même la manif contre les violences sexistes qui est demain. Le rendez-vous est à 14h à Opéra, je crois. Voilà, 14h. Donc, voilà, je vous invite tous et toutes à y venir. Et il y a aussi le 8 décembre une manifestation à Mantes-la-Jolie du collectif c'est les mamans du Montois suite à ce qui s'est passé avec les lycéens l'année dernière qui ont été agenouillés, etc. Donc je pense que c'est aussi une date importante du calendrier. Voilà. Je vais appeler Silane qui est étudiante de Paris 3. Ouais. Bonsoir, donc comme elle l'a dit, je suis étudiante à Paris 3, mais quelques-uns êtes venus en soutien à cette grève et à toutes vos luttes, parce que
Donc que ce soit avec les retraites, que ce soit avec le code du travail qui se dégrade, en fait, on est de plus en plus à être touché par la précarité et les étudiants ne sont pas épargnés. Et je voulais faire le lien avec l'étudiant qui s'est immolé à Lyon. Vous avez sûrement entendu parler de cette histoire. Donc suite à sa grande détresse face à la précarité, le fait que les aides lui ont été coupées, refusées, et en fait qui a déclenché un mouvement dans plusieurs facs, dans plusieurs campus, de colère en fait, parce qu'on est nombreux et nombreuses dans cette situation à devoir travailler à côté de ses études, de devoir du coup rater des cours, rater des partiels, qu'on ait un rythme de vie décalé, que bien sûr on a un accès au logement qui est limité, surtout dans les grandes villes où les loyers sont très chers, qu'on n'est pas tous à avoir le soutien de nos parents. Donc en fait on est nombreux et nombreuses dans cette situation de précarité, et c'est la lutte qu'on mène à Paris 3 en fait, pour refuser en fait cette situation qui est inadmissible. Et c'est en ce sens en fait qu'on va venir au rassemblement contre la précarité mardi. Donc on vous invite bien sûr tous et toutes à venir. C'est très en lien avec toutes les luttes que mènent les grévistes IBIS. Également, je voulais préciser que cette précarité, elle touche particulièrement les étudiants et les étudiantes étrangères. Donc c'est bien sûr en lien avec le racisme et les politiques anti-migratoires, puisque les frais d'inscription pour les étudiants et étudiantes étrangères hors Union européenne ont été augmentés drastiquement. Donc on mène aussi cette lutte-là, en fait, qui est contre cette loi raciste, qui fait que la fac va être de plus en plus inaccessible, en fait, aux pauvres, aux précaires, aux étudiants et étudiantes étrangères. Du coup, on est là pour refuser ça. Et bien sûr, je vais réaffirmer que la grève du 5, c'est un moment où, en fait, contre les retraites, on va pouvoir dire non à aussi énormément de choses qui ne vont pas dans cette société, qui nous précarisent de plus en plus en tant qu'étudiants, en tant que travailleurs, en tant que femmes aussi. Donc voilà, on va être présents et présentes en tant qu'étudiants, en tant que travailleurs. Merci. Voilà, j'appelle la copine du collectif Gwyn contre Nature. Bonsoir, alors moi je suis Sophie, je fais partie du collectif Gwyn Contre. On est un collectif qui s'est créé l'an dernier à l'occasion de la Pride. On avait commencé par une petite action contre Air France, et la campagne à ce moment-là c'était Gwyn contre les déportations. Donc on s'attaquait aux chars d'Air France contre le pinkwashing et contre l'idée que c'était ok que des associations LGBT viennent faire la fête sur le dos de tous les migrants qui sont déportés tous les jours. Récemment avec, donc du coup peut-être que vous en avez un peu entendu parler, les questions de PMA, on s'est senti évidemment appelé par cette actualité, et là on a décidé de s'appeler Gwyn contre Nature parce qu'on change de nom selon les sujets. Et Gwyn contre Nature parce qu'en fait la PMA on nous parle que de ça, du naturel, etc. Et nous on revendique une identité lesbienne, Gwyn, et politique. D'un lesbianisme politique qui s'engage sur tous les terrains de lutte différents qui concernent les femmes, et en disant qu'on est lesbienne parce qu'on est féministe. Et donc par rapport à ça, pour nous c'est important d'être là et de dire que on apporte notre soutien, parce que nous quand on se bat pour les droits reproductifs, c'est pas juste pour avoir des familles, même si c'est très sympa, c'est surtout pour être indépendante, autonome financièrement dans des sociétés et des familles sans patriarche. Et ça évidemment ça passe dans les luttes contre le capitalisme. Et donc évidemment on soutient toutes les grévistes des grévistes de l'IBIS, parce que c'est hyper important, les grèves de femmes. C'est très important de souligner les différentes discriminations que nous subissons à cause du genre, et évidemment aussi à cause de la race. Donc voilà, on est en solidarité lesbienne avec toutes les travailleuses, tous les travailleurs, et évidemment avec tous les sans-papiers. Voilà, merci. Camarades de Sud-Post Hauts-de-Seine, qui ont fait une grève très longue l'année dernière. Je pense qu'on peut les applaudir parce que c'était pas facile.
bonsoir tout le monde, donc je m'y colle. Donc on est deux factrices, Fabienne et Roselyne. On est de deux bureaux du 92 différents et comme vous nous voyez là, on sort de 15 mois de grève, 463 jours exactement. On a quand même repris le boulot le 4 juillet, hein, donc on n'est plus en grève là. C'est ce qu'on entend partout, c'est dur, c'est très dur, mais il y a un truc qui est essentiel, qui est franchement essentiel, c'est le soutien extérieur. Parce que faute de soutien, financièrement, on ne tient pas la route. Parce que quand on est en grève, on n'est pas payé, et qui dit pas payé, dit pas manger. Et donc si on n'avait pas eu, je pense qu'il y en a plein parmi vous, d'ailleurs des gens qui sont venus, qui nous ont soutenus psychologiquement, moralement, financièrement. Et ça, dans une grève, c'est le nerf de la guerre. C'est le soutien, le soutien, le soutien. Il faut absolument garder, créer ces groupes de soutien. Donc nous, on avait ça et c'est vrai que c'était génial. On a gardé d'ailleurs de très grands contacts avec plein de gens. Et maintenant, à notre tour, comme ce soir, on vient simplement pour renvoyer l'ascenseur. Parce que nous, on nous a beaucoup aidés, donc il est normal que nous, on vienne aider aussi les autres. Donc voilà, moi c'est tout ce que je vais dire. Je vais passer la parole à Fabienne qui, elle, va poursuivre. On parle au niveau du soutien, c'est vrai que c'est très important. Nous, sans les soutiens et surtout les étudiants de Nanterre, de l'université de Nanterre, c'est vrai qu'il y a un tas de choses qu'on aurait eu du mal à faire. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on appelle, on demande à des gens de venir soutenir des grévistes. C'est surtout la facilité de ce que les soutiens peuvent faire. Les grévistes ne peuvent pas le faire. Donc, ce qui est important, c'est de savoir que les actions qu'on peut mener pour les grévistes est très important parce que les patrons et les directions, ça les fait peur. Ça fait peur aux patrons quand ils se rendent compte que des personnes étrangères au service à leur entreprise prennent l'initiative d'aider les salariés. Et c'est très important d'aller soutenir les grévistes sur les piquets de grève et montrer à ces gens qu'elles ne sont pas toutes seules et que aujourd'hui c'est 10 personnes, demain ça peut être 20 et de tout horizon, de tout métier et de tout âge. Donc voilà, nous on est là, on aide comme on peut toutes les personnes qui se tournent vers nous pour au niveau de leur combat et on lâchera pas. Voilà. Merci. Je vais juste rajouter une petite chose, c'est que le soutien, on en a besoin quand on est en grève, mais on en a aussi besoin après la grève. Parce que là, j'ai entendu Thierry tout à l'heure qui disait que pendant la grève, ils avaient déjà des problèmes avec la justice. Nous, ça a commencé pendant la grève et ça continue. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, nos trois représentants syndicaux phares, si j'ose dire, sont systématiquement convoqués par les commissariats divers et variés. Donc si vous avez du temps, c'est un appel, si vous avez du temps, mardi matin à 8h au commissariat de Nanterre, il y a la sûreté territoriale qui convoque Brahim, Gaël et Xavier. Voilà. Gaël a un double procès le 18 décembre. Donc c'est pour vous dire que le soutien, c'est un truc qui a une valeur inestimable. Parce que dans ces temps-là, il faut être très nombreux pour que la police, la justice comprennent qu'on n'est pas isolé. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Mais en tout cas, si vous avez besoin de nous, je ne vous dis pas qu'on sera 300, mais si vous avez besoin de nous, si les gens qui sont en lutte ont besoin de nous, joignez-nous et on essaiera de faire quelque chose pour vous. Voilà. Merci beaucoup. Quelques informations qu'on m'a données du collectif Les Dionysiennes, du coup, qui est un collectif intercollectif à Saint-Denis, pour la manifestation demain contre les violences faites aux femmes, dont les féminicides.
Il y a un départ de la mairie de Saint-Denis à 13h, donc s'il y a des Dionysiens, Dionysiennes ici. Et il y a aussi une manifestation à Saint-Denis, donc dimanche, qui part à 13h devant la mairie. Voilà. Je vais donner la parole à Pani Rossas. Et après... Ok. Bonsoir, moi je suis Carla du collectif du Palais des Roses et je suis étudiante à Paris 8, donc ici. Et on voulait tout d'abord apporter tout nos soutiens aux grévistes qui sont en grève, qui sont déterminés, qui mènent une lutte vraiment incroyable. Et c'est de là que je voulais parler. Je pense que les étudiantes, on a beaucoup à apprendre de ces luttes, de ces déterminations. Et comme a dit la camarade qui a parlé avant, et les étudiants vivent aussi des situations précaires. On est obligé à travailler aujourd'hui. Et bien sûr, on travaille dans des conditions hyper précaires. Et voilà, il a mentionné les cas du camarade de Lyon qui s'est immolé. Et je pense aujourd'hui, à cause de ça, et aussi contre la réforme des retraites, il y a tout un mouvement étudiant qui commence à se construire. Et je pense qu'il faut justement lutter aux côtés des secteurs qui sont en lutte. Et je pense, comme elle a dit aussi, c'est important de remarquer que les étudiants étrangers qui s'habitent aujourd'hui aussi dans des conditions hyper précaires. Par exemple, moi, je n'ai pas les droits à demander des bourses. Parce que je ne suis pas européenne, mais comme mon titre de séjour ne me permet pas non plus de travailler plus de 60%, donc vous imaginez que je suis pour vivre, c'est soit tu travailles au blague, soit tu n'arrives pas à la fin du mois. Donc je pense que c'est super important de penser, et par rapport à ça aussi, la réforme des retraites. Et si je travaille à temps partiel parce que je suis obligée, parce que mon titre de séjour ne me permet pas de travailler plus, bien sûr je vais être pénalisée quand je suis à la retraite. Et c'est pareil pour toutes les femmes qui sont obligées aujourd'hui à travailler à temps partiel parce que soit elles doivent garder les gosses, soit elles doivent prendre soin de quelqu'un qui est malade à la maison, parce que ce sont toujours les femmes qui prennent ces tâches en charge. Et dans les 40 ans des néolibéralistes qu'on vit, on voit qu'il y a des crèches qui ferment, il y a des hôpitaux qui sont aussi, qui n'ont pas de moyens, il y a des centres de santé qui ferment, et ce sont toujours les femmes qui prennent en charge tous ces manques des services. Et ce sont ces femmes qui vont être pénalisées quand ils sont à la retraite. Donc je pense que aussi, on veut appeler aussi à la manifestation de demain, parce que justement on soutient que les violences, que la précarité c'est aussi une violence faite aux femmes. Et les 70% des personnes les plus pauvres dans le monde sont des femmes. Et aussi, comme la camarade a dit avant, aussi toute la question de l'islamophobie c'est aussi une violence faite aux femmes. Donc voilà, on espère voir demain à la manif. Et encore une fois, tous les soutiens aux grévistes à lutte. Bonsoir, donc moi je suis Stéphane, je suis prof. Je suis syndiqué au SNES, mais je suis aussi dans une tendance qui est intersyndicale qui s'appelle Émancipation, où il y a des camarades de la CGT, de Sud, de FO. Bref, voilà, en fait, notre idée c'est que peu importe le syndicat dans lequel on est, ce qui compte, c'est ce pourquoi on combat. Et donc, nous, comme tendance intersyndicale, on s'est pas mal investi dans le soutien à la lutte des travailleuses TIPIS, qui effectivement nous semble importante à soutenir. Donc, on a essayé de contribuer à organiser des rassemblements en région, notamment à Brest et à Nantes, pour soutenir cette lutte, mais aussi au sein de la FSU, on a essayé de faire adopter un certain nombre de motions de soutien dans différents congrès départementaux, y compris dans 93. Et là, il y aura bientôt le congrès national de la FSU. On espère que ça pourra être repris au niveau du congrès et que la FSU pourra verser de l'argent dans la caisse de grève. Parce que quand un syndicat a de l'argent, il faut qu'il utilise des choses utiles. Et soutenir une grève comme celle des travailleuses de l'Ibis Batignolles, ça nous semble une chose absolument essentielle. Essentiel de faire en sorte, comme le disait tout à l'heure Tiziri, que cette grève, à nouveau, elle soit victorieuse, qu'à nouveau, on les fasse plier. Et c'est possible, mais ça dépend de la solidarité qu'on va développer. Il y a un camarade qui devait être là pour parler à ma place, donc je l'ai un peu remplacé au pied levé, parce que, bien sûr, il y a cette lutte, mais il y a aussi
la lutte du 5 décembre, enfin qui va commencer le 5 décembre. Et je pense que ça nous concerne tous, nous qui sommes investis dans toute une série de luttes partielles, où on combat pied à pied, parce qu'en fait, le succès de ces luttes, elles dépendent aussi du rapport de force global. Et bien sûr, ce qui concentre les choses, ça va être la réforme des retraites, mais on l'a entendu ce soir, il y a toute une autre série de luttes dans la société. Il y a eu toute une série de grèves un peu spontanées, il y a les grèves hospitalières aussi. Et en fait, ce mécontentement, il peut exploser à partir du 5 décembre. Et à mon avis, on doit faire le maximum pour que, à partir du 5 décembre, petit à petit, le pays s'arrête. Parce que si on arrive à faire en sorte que la grève elle se construise, qu'elle devienne générale et qu'elle fasse reculer Macron, ce sera un point d'appui pour nous tous, dans chacune des luttes particulières, pour les faire reculer et pour redonner de l'espoir à notre camp. Et à mon avis, il ne faut pas qu'on soit sceptique sur les possibilités aujourd'hui. On voit que les gens en ont marre, les gens en ont ras-le-bol, partout, dans tous les secteurs. Donc à mon avis, engageons-nous à fond dans la construction de ce mouvement, convaincons nos collègues. Et si nos collègues nous disent, oui mais la grève reconduite ça coûte cher, et les travailleuses d'Ibis, comment est-ce qu'elles font avec les salaires qu'elles ont? Elles n'ont pas hésité à s'engager dans 4 mois de grève. Alors nous aussi, on peut le faire. D'autant plus que si on laisse passer cette réforme, le nombre de jours de grève reconductible qu'on aura tous les ans, tous les mois, quand on sera à la retraite, il sera énorme. Moi, à moins qu'il y ait d'autres personnes qui veulent parler, mais je crois que c'est bon. Cette dernière intervention pour nous motiver à faire la grève générale illimitée et soutenir les camarades en grève était bien la dernière. Et donc on est malheureusement contraint par les horaires de salle, donc on va tranquillement se replier. Et pour ceux et celles qui le souhaitent, on a réservé un bar, malheureusement la barre qu'on a réservé est à Place de Clichy, nous sommes à 13. Il reste à manger, à boire, on peut se poser, à manger, boire un coup. Voilà.